C'est parti, on fait l'exemple complet. Manon Lescaut est-elle une femme fatale? Imaginez, vous avez ça en dissertation. Voici l'exemple, voilà, pas rédigé, mais voilà l'essentiel. Commencez par une introduction. Alors, bam, là d'un seul coup, ça fait un gros paquet de textes, mais bon. Vous commencez par l'accroche. Dans son roman Manon Lescaut, 1731, l'abbé Prévost met en scène une jeune femme éponyme, Manon Lescaut, très séduisante, qui décidera d'entrer en couple avec le chevalier Desgrieux, jeune homme qui tombe instantanément fou amoureux d'elle. Pris dans sa passion fatale, Desgrieux entamera un parcours de déchéance qui le conduira à sa perte d'honneur, d'argent, de liens familiaux, etc. L'accroche. Définition des termes. Manon Lescaut pourrait apparaître alors comme une femme fatale, une femme qui par sa beauté et son charisme séduit les hommes dans un but de manipulation, de vengeance ou d'appât du gain, causant ultimement la perte des hommes qu'il aime. Euh, L'annonce du sujet mais est-ce vraiment le cas? Manon Lescaut est-elle vraiment une femme fatale? Donc vous annoncez le sujet, c'est la problématique. L'annonce du plan. Dans un premier temps, nous examinerons ce qui fait d'elle une femme fatale, puis nous nuancerons ce portrait en voyant ce qui l'exclut de cette définition. Enfin, nous verrons qu'elle est placée et jugée uniquement sous un regard extérieur. Voilà, donc on a les trois parties dans l'annonce du plan. Une introduction, ça fait un paragraphe, hein. Ou éventuellement deux paragraphes si vous voulez mettre le plan à la ligne, quoi. Allez, c'est parti. Oui, c'est une femme fatale parce que effectivement, elle cause la perte des hommes par la fascination qu'elle exerce. DG, alors j'ai mis DG, mais jamais vous écrivez DG sur votre copie, vous écrivez Desgrieux, hein, s'il vous plaît. Bon, Desgrieux, c'est un jeune homme fortuné qui est héritier d'une fortune, intelligent, brillant, bah, il finit déclassé, hors de la société, ruiné, brouillé avec sa famille. Effectivement, il y a une perte pour lui, c'est la déchéance pour lui. Euh, GM, c'est un riche noble, il est humilié publiquement par Desgrieux et Manon. Et Sinelay, il se fait blesser quasiment à mort par Desgrieux, par jalousie en fait, hein. Donc effectivement, il y a une influence hyper néfaste, hein, de Manon avec tous ses amants ou amants, ou ceux qui veulent sortir avec elle, pas forcément les gens qu'elle aime, mais en tout cas ses prétendants, on va dire, quoi, hein. Donc il y a ce côté femme fatale dans ce côté destructeur. Ensuite, elle est prête à tout pour l'argent, n'est-ce pas? Elle veut l'argent, elle séduit MB qui est infirmier général, donc qui est hyper riche, hein. GM et explicitement pour leur prendre leur argent. Elle a un train de vie ultra, alors c'est un peu familier, genre du mettre train de vie extrêmement dépensier. Lors de sa première installation avec Desgrieux, elle crée les conditions de leur ruine. Ce serait dommage de nous priver tout d'un coup de tant de biens, nous dit-elle. N'hésitez pas à mettre des citations, hein, en parlant de la fortune de GM. Euh, Elle ne pouvait supporter le nom de pauvreté et dit plus tard. Donc il y a une espèce de goût de l'argent qui l'apparente à une femme fatale finalement. Elle manipule volontiers. Elle a une gaieté extraordinaire quand elle reçoit la lettre d'un soupirant. Elle envoie la jolie fille pour la remplacer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où effectivement elle envoie une jolie fille en disant bah vas-y Desgrieux, tu peux coucher avec, c'est pas grave, c'est juste pour me remplacer vite fait quoi. Donc c'est vraiment de la manipulation d'êtres humains là. Elle organise la tromperie avec Desgrieux contre Monsieur GM, hein, en faisant passer Desgrieux pour son fils et tout ça. Pas son fils, son frère. Son frère. Elle a des larmes fréquentes, dont on peut se demander si elles sont simulées ou pas, hein. Par exemple, la scène du parloir. Et au parloir, elle dit oui, c'est vrai, j'étais coupable. Mais alors vous, Desgrieux, vous êtes encore plus coupable. Et ça, donc elle rejette la faute sur Desgrieux principalement. Donc elle a un côté assez manipulateur qui l'apparente effectivement à une femme fatale. Mais d'un autre côté, non, elle n'a pas toutes les caractéristiques d'une femme fatale. Elle aime sincèrement Desgrieux. Il y a des nombreux passages amoureux dans le livre. Et elle aurait pu abandonner Desgrieux lorsqu'il perd sa fortune finalement. Elle reste quand même avec Desgrieux, même quand les revers de fortune l'appauvrit considérablement en fait, hein. Elle aurait pu carrément dire ok, je le laisse tomber, je vais chercher un autre protecteur. Mais non, elle reste quand même avec Desgrieux. Donc ça, c'est quand même une caractéristique intéressante. Elle agit pour sauvegarder son couple d'une certaine manière et aussi pour la survie, hein. Donc il n'y a pas forcément ce côté calcul froid. Et elle a aussi une certaine innocence. Elle ne veut pas détruire les hommes. C'est une femme libre en fait, hein. Il n'y a pas ce côté. Elle est destructrice, mais malgré elle en fait, hein. C'est pas elle qui décide volontairement et méchamment de détruire les hommes en fait. C'est une espèce de conséquence du destin en fait. Elle a une sorte de destinée de destruction des hommes sans qu'elle le veuille. La fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur, dit-elle à Desgrieux. Mais par contre, cette citation est un peu ambiguë puisque
elle envoie, c'est lors de l'épisode de la jeune fille envoyée. Donc effectivement, bon là, ouais, bah, citation ambiguë, mais il y a quand même ce côté amour sincère de Desgrieux pour Desgrieux. C'est aussi une victime, hein. Elle est envoyée de force au couvent sans son avis. Elle est dans la prison du Châtelet. Elle est parquée dans des conditions extrêmes et mise au banc de la société. Et elle séduit malgré elle Sinelet en fait, hein. C'est pas ce qu'elle recherche. Donc elle est une sorte de victime des circonstances. Elle est contrainte par les circonstances. Elle doit s'exiler aux États-Unis, etc. Donc il y a pas ce côté euh, en pleine possession de ses moyens qu'une femme fatale aurait, hein, effectivement. Également, pour une femme fatale, il y a une espèce de frivolité et d'inconscience du personnage. Elle ne recherche que des biens de pacotille. Ni le pouvoir, ni la revanche, ni le statut social. Elle cherche juste à posséder, en fait, hein. Elle n'a pas de plan établi pour asseoir sa mainmise sur les hommes. Et ça nous amène à la synthèse. C'est une femme qui est jugée par les hommes, hein. Elle est uniquement vue par des grieux. Donc il y a une certaine partialité du point de vue, hein. C'est pas un point de vue complet, en fait, hein. L'unique regard porté sur Manon, si on accepte le rapide coup d'œil du narrateur, ça vient de Desgrieux. C'est un regard extérieur d'un homme qui est à la fois jaloux et crédule. Cependant, je croyais voir dans le fond de sa joie et de ses caresses un air de vérité qui s'accordait avec ses caresses. Il y a une répétition assez vilaine dans le texte, dis donc. Caresse, ouais, bon. Effectivement, voilà, c'est le regard de Desgrieux qui domine tout. Elle est entièrement sous le regard de Desgrieux. On ne sait de Manon que ce que Desgrieux voit en fait. Et on sait bien que Desgrieux il voit pas très très bien. Il voit pas très très bien. Il est jaloux, crédule. Enfin, il est à la fois naïf et soupçonneux quoi. On a aussi un regard moral sur elle, et ça c'est l'abbé Prévost, c'est revendiqué. On a un autre regard extérieur, qui est grâce au récit cadre, c'est celui de l'abbé Prévost, on a une intention moralisatrice. L'abbé Prévost a d'ailleurs réécrit Manon Lescaut dans une version encore plus moralisatrice. Nous on a la première version, mais la deuxième version c'est avec encore plus de leçons de morale en fait, hein. Donc c'est Manon Lescaut sert une morale. C'est un personnage un peu comme le loup du petit chaperon rouge, hein, vous voyez, ou Scrooge d'un conte de Noël. C'est un personnage prétexte qui recèle une charge morale de mise en garde pour les jeunes hommes tentés par le plaisir, le vice. Bah, le loup du petit chaperon rouge, c'est ça, hein, effectivement, c'est un personnage de mise en garde qui dit attention à ne pas vous laisser séduire dans la forêt quand vous allez apporter une galette de petit beurre à votre mère grand, quoi, hein. Scrooge d'un conte de Noël, c'est effectivement bon, c'est un texte de Dickens où effectivement c'est l'incarnation de l'avare qui se rend compte effectivement bah, qu'il faudrait qu'il s'ouvre aux autres et qu'il soit dans la générosité en fait. C'est un personnage hyper caricatural qui veut montrer les dangers de l'avarice. Voilà, donc c'est un personnage prétexte, il y a une charge morale. On a le regard du lecteur qui la voit évoluer aussi. Finalement, à la fin du roman, Manon est assagie, elle est en voie vers la vertu, elle se dirige vers la vertu. Elle renonce au luxe, elle accepte de vivre dans la simplicité, dans une misérable cabane, hein, citation, à la Nouvelle-Orléans. Donc effectivement, elle évolue, elle reste pas toujours la même en fait, hein. Elle va vers plus de sagesse en fait, vers la fin. Elle reste pas obsédée par l'argent tout du long. Au final, c'est un personnage à part entière, une personne entière qui montre évolution et profondeur, hein, ce qui ajoute de la complexité, ça la rend crédible, ça la rend presque attachante ou pathétique par moment. Donc effectivement, c'est pas juste une sorte de repoussoir de femme démoniaque qui veut juste utiliser les hommes, hein. Donc, et en ce cas-là, elle correspond pas à la femme fatale. La conclusion, vous récapitulez ce que vous avez dit, puis vous répondez à la problématique. En conclusion, si Manon présente certaines caractéristiques de la femme fatale, la déchéance de ses amoureux, l'appât du gain, la manipulation, ce n'est au final pas une femme fatale à part entière, mais c'est plutôt une femme séduisante et libre. Un peu comme Carmen, hein, l'héroïne de l'opéra de Bizet et de la nouvelle de Prosper Mérimée. Manon est un personnage complexe, trop souvent vu de l'extérieur par un regard masculin, des Grieux, l'auteur, mais elle garde malgré tout son mystère jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle pense réellement En fait, on sait peu de choses au final sur Manon en tant que personne, hein. Donc on peut faire une petite ouverture avec une vraie femme fatale contemporaine de Manon du XVIIIe siècle serait plutôt la marquise de Merteuil. C'est une véritable femme fatale manipulatrice, consciente que ses charmes sont une arme pour détruire les hommes dans les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Voilà, vous pouvez faire une référence par exemple à cette œuvre où là on a une vraie femme fatale en action. Voilà, et ben ça nous fait une belle petite dissertation. Voilà.